Pourquoi tant de sang? Telle est l'interrogation du médecin d'un hôpital du nord de Londres à l'arrivée d'une petite fille accompagnée par ses parents. C'est une journée particulièrement suffocante durant l'été 2017. La fillette, dont l'habit virginal se mue du blanc au rouge cardinal, peine à réprimer ses sanglots. Pourquoi tant de sang? Ces quelques phrases sont extraites de la plaidoirie de Maître Deborah Diallo, Les écorchés vifs de la diaspora africaine, itinéraire d'une fillette victime d'excision. Elle remportera d'ailleurs le prix du public au Mémorial de Caen en janvier 2020. Et pour cause, 97%. C'est le pourcentage de femmes victimes d'excision en Guinée, deuxième pays qui excise le plus au monde. C'est une des raisons qui ont donné envie à Maître Deborah Diallo de devenir avocate. Née à Paris et d'origine guinéenne, elle exerce principalement son activité à son compte depuis plus de 6 ans. Dans cet épisode, nous avons échangé sur ses valeurs, ses engagements, son parcours, ses embûches, le fait d'être une femme noire dans ce milieu, la question de la légitimité, l'éloquence et l'art oratoire. Je vous invite à écouter attentivement cet épisode dans lequel j'ai découvert une femme inspirante, ressourçante, qui croit aux valeurs du travail, de l'excellence et qui se sent bien sûr légitime de prendre sa place. Bienvenue sur Médita le podcast. Mon prénom est Dado. Connais-tu ce proverbe africain qui dit « C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle ». Médita, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une découverte de soi. C'est la compréhension et la guérison de ses propres blessures. Ce sont des transferts d'énergie positive. Ce sont des stratégies professionnelles. C'est tout simplement un espace de bien-être et de bienveillance pour toute femme qui aspire à se transformer, à guérir de ses maux, à se redécouvrir et à trouver sa voie. Aujourd'hui, je suis avec Maître Deborah Diallo, qui est avocate au barreau de Strasbourg et entrepreneur. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de vous recevoir sur Médita. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, en décembre 2022, vous avez remporté le prix de la meilleure entrepreneuse africaine lors de la nuit de la diaspora africaine. Félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots dans un premier temps? Oui, je m'appelle Deborah Diallo et je suis une avocate franco-guinéenne. Je suis entrepreneur en ce que je travaille à mon compte, donc j'ai mon propre cabinet d'avocat. J'entre là dans ma 7e année d'exercice professionnel. J'ai beaucoup travaillé dans des dossiers qui concernaient la défense des droits humains. C'est la raison pour laquelle je m'étais installée à Strasbourg initialement, puisqu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme ici. Pour ce qui est de mon background académique, j'ai un Master 1 et un Master 2 en droit international et européen et en protection des droits humains. Et plus tard, lorsque j'ai commencé mon activité professionnelle, j'ai fait un DIU à Assas en droit des affaires au HADA. Donc, c'est le droit des affaires qui est régi dans la zone économique d'Afrique de l'Ouest. En parallèle de tout ça, je fais pas mal d'activités associatives. On va y revenir. Exactement, et je suis pas mal impliquée, donc j'ai fait beaucoup de concours d'éloquence. Et voilà, j'essaie de m'impliquer autant que faire se peut. Super. En tout cas, avant d'aborder tous ces sujets, avant de parler de votre engagement, de vos valeurs et de votre métier, on va remonter à votre enfance. Et je vais vous demander quel type d'enfant vous étiez. Est-ce que vous étiez une petite fille sage ou plutôt une enfant pipelette, curieuse? Bon, ça, faut toujours demander aux autres, hein, parce que quand on se décrit soi-même, c'est avec très peu de hauteur, j'imagine. Mais je sais que j'étais... Bon, je pouvais être un peu ambivalente, parce que j'avais mes moments où je pouvais être très réservée. Et puis, à côté de ça, je pouvais aussi être assez excentrique, très vive, très bavarde. curieuse. D'accord. Oui, bavarde, ça n'a pas changé. Bon, j'ai choisi un métier de parole, donc ça va. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être payée pour ça. Mais oui, je dirais que peut-être que le mot, ce serait le mot qui me définirait le plus, c'est rêveuse. J'étais très rêveuse enfant. Mais une rêveuse qui applique quand même. Une rêveuse pragmatique. Donc vraiment qui avait, en tout cas, j'ai tout fait pour pas me contenter de rêver et me donner les moyens de mes ambitions. D'accord, très bien, très bien.
Alors, on va revenir un peu sur votre engagement, sur vos valeurs. Et je sais que vous faites un excellent travail de sensibilisation concernant les droits des femmes et les violences faites aux femmes, notamment les mutilations génitales, parce qu'on Mhm. sait que la Guinée, c'est le deuxième pays qui excise le plus au monde et que vous êtes d'origine guinéenne. Tout à fait. Et moi, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que ces valeurs, ces engagements que vous défendez aujourd'hui, est-ce que c'est en lien avec votre histoire personnelle, votre éducation? Est-ce que c'est l'influence des femmes qui ont été autour de vous? Euh, Mhm. et j'oubliais, vous avez Bah, remporté le prix, je l'ai bien noté en plus, prix du public au concours international de plaidoirie du mémorial de Caen. Le titre du discours, c'était Itinéraire d'une fillette victime d'excision. Est-ce que vous mhm. pouvez nous parler justement de votre engagement et pourquoi ça vous tient tant à cœur aujourd'hui? Bah, je dirais qu'effectivement, tous les engagements qu'on porte en général, j'imagine, ont de profondes ramifications dans notre enfance, dans ce qu'on a pu voir, dans ce qu'on a pu observer, dans ce qu'on a pu ressentir. Oui. Et effectivement, c'est ancré en moi, tout en étant né en France, d'avoir cette conscience et cette identité guinéenne qui est très forte. Mm, Et je me sens forcément solidaire de mes sœurs guinéennes, de mes cousines guinéennes, de ma famille guinéenne au sens large. Et je me pose toujours la question de savoir quel aurait été mon destin, de quelle façon j'aurais évolué en mm, ayant grandi dans un contexte de vie qui aurait été un petit peu différent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions, avec évidemment un historique familial qui était lié aussi à ces questions-là, puisque c'est des traditions qui sont ancrées mm, dans notre culture, puisqu'on a, comme vous le savez, et comme vous et moi, on a cette double culture en nous, deux cultures qui sont très différentes et qui font de nous aussi ce que nous sommes aujourd'hui. Et on se pose toujours un certain nombre de questions. mm, Et mm, donc, à côté de ça, j'ai commencé à m'intéresser forcément à la question du droit au regard du travail que je fais aujourd'hui. mm, Et en regardant l'étendue du droit positif, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est de voir que finalement, c'était une pratique qui était prohibée quasiment dans l'ensemble des pays du monde, y compris la République de Guinée. mm, mm, Et que malgré ça, malgré l'état du droit positif qui interdisait ces pratiques, on a les chiffres qu'on connaît, puisque c'est 200 millions de jeunes filles et femmes mm. à travers le monde qui ont été victimes d'excision. On est obligé de parler de victimes parce que c'est des Oui. pratiques qui ne sont pas choisies pour des très jeunes filles, voire des bébés, Mm, et mm, des pratiques dont on connaît les conséquences qui sont objectivement désastreuses pour le corps et pour l'esprit. mm, mm, mm. Et avec les années, le chiffre n'a toujours pas diminué. Mhm. Bah, les chiffres, effectivement, sont toujours très forts. En plus, les chiffres, forcément, ne sont pas tout à fait en accord avec la réalité, comme toutes les violations à l'intégrité physique et sexuelle des jeunes filles et des femmes en général. Les chiffres qu'on a en matière de viol, d'agression sexuelle, on sait qu'ils sont forcément minorés, puisque là, les chiffres qu'on peut donner, c'est des chiffres de personnes qui se sont déclarées comme telles ou qui font, en tout cas, l'objet d'une enquête. On a des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, donc des organisations de l'ONU, ou des associations, des ONG qui font un travail de terrain pour obtenir un certain nombre de statistiques, Mm, qui font de la collecte de données, mais ces chiffres-là sont nécessairement en deçà de la réalité, puisqu'on sait qu'on a un tabou dans ce mm. Oui. domaine-là, et qu'en plus, il y a aussi un différentiel entre ce qui se passe dans les villes et dans la zone rurale, et la question de l'accès aux informations en zone rurale se pose aussi, ce qui signifie que les chiffres qu'on a qui sont déjà très importants, 200 millions, c'est pas rien, Mm, mm. 97% des jeunes filles et femmes sur le territoire de la République de Guinée, c'est pas rien non Mm, plus. mm, C'est la mm, très grande majorité, c'est quasiment tout le monde. mm, mm, Donc voilà, ces chiffres-là, ils sont forts, ils sont toujours d'actualité. Il y a un travail de sensibilisation et de prévention qui est fait. Maintenant, je pense que c'est une problématique qui se réglera à terme par les parties prenantes elles-mêmes et pas par des personnes extérieures. C'est une problématique qui doit être réglée par les personnes qui sont en charge de ces traditions-là. Et je pense que c'est un travail de terrain qui est en train de se faire en ce moment même. mm. D'accord. Mm, mm. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez choisi de devenir avocate? Ça contribue, je pense que ça faisait partie de moi un petit peu depuis toujours. Je le disais depuis l'âge de 5 ans sans vraiment être sûre du pourquoi, du comment. Je sais que j'ai toujours eu ce côté un peu essayer de défendre les autres autour de Mm, moi,
essayer d'intervenir, de m'interposer, ça a toujours fait partie de moi. Je pense que j'ai été influencée, comme bon nombre de confrères, par un certain nombre de séries américaines que j'ai pu voir lorsque j'étais enfant. Alors du coup, c'est pas Suits, hein, parce que quand j'étais petite, c'était autre chose. C'était plutôt Perry Mason, donc là, c'est très vieux. Mais j'aimais l'idée, voilà, d'une personne qui s'interpose. Et qui, voilà, j'avais cette idée de l'avocat justicier. Moi, j'avais vraiment ça en tête, l'avocat qui défend les autres, qui s'exprime bien, qui est éloquent, qui est charismatique. Et ça représentait ça pour moi, ce métier. C'était une façon d'utiliser sa voix comme une arme. D'accord. Est-ce que vous avez toujours eu cette confiance, cette éloquence, cette assurance en vous, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû ou pu travailler avec le temps? Ah, je l'ai clairement travaillé avec le temps et je pense que je le travaille encore. Au niveau de votre élocution, de l'intonation, c'est quelque chose que vous avez vraiment travaillé, parce que lorsqu'on vous entend, on sent qu'il y a vraiment une aisance dans votre oralité. Et moi, en tant que podcasteuse, je me dis que c'est quelque chose que j'aimerais encore plus travailler dans le temps. Et quelles sont vos méthodes, vos techniques? Bah, je dirais que voilà, c'est du travail au quotidien. Je pense que voilà, c'est un travail de diction, c'est un travail de respiration, essayer de pas trop manger les mots. Faut se nourrir aussi avec de la lecture. Je pense que là, on m'a appris à lire très tôt. J'avais 4 ans quand ma mère, je me revois en train de lire, c'était un livre qui s'appelait Mamadou et Bineta, je pense que vous devez Oui, connaître. On a appris à lire avec ça. Et vraiment, je pense que l'amour des mots, ça contribue à avoir une aisance à l'oral. Maintenant, j'étais assez timide quand j'étais petite et je sais que j'avais souvent la boule au ventre avant de m'exprimer, mais c'est un travail du quotidien. J'ai pris des cours de théâtre et puis petit à petit, plus on se jette à l'eau, plus l'exercice devient aisé. Et je pense qu'on peut vraiment s'entraîner dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que pour faire une réclamation auprès de son opérateur téléphonique. Mais et c'est vraiment, tous les terrains sont bons. Hein. C'est pas que des grands combats. Parfois, c'est des petits combats à son niveau pour essayer de convaincre, pour essayer de faire comprendre son point de vue. Et à mon sens, il faut aussi désacraliser parfois la parole, en se disant que finalement, tout le monde est capable d'être éloquent s'il le souhaite. Tout à fait, tout à fait. Pour revenir un peu sur vos débuts dans votre carrière, est-ce que ça a été difficile de vous lancer? Parce que je sais que sur l'une de vos publications sur Instagram, parce que moi j'aime bien lire un peu les légendes, euh, alors vous écrivez: un commencement, la poche vide mais le cœur battant. Quand on me disait que tout cela n'était pas pour moi, je n'ai jamais douté que mon seul juge serait le temps. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? J'allais dire que c'est très beau, mais du coup, c'est de moi, donc je vais pas être trop arrogante non plus, hein, on va rester humble. J'adore les rimes depuis petite, j'ai toujours aimé écrire, donc ça me surprend pas du tout. Mais oui, très clairement, ça a été, comme vous vous en doutez, jeune femme, dite issue de l'immigration, etc., etc. Donc là, j'avais vraiment toute la panoplie pour moi. Et je sais que j'ai jamais ressenti un encouragement ou ne serait-ce qu'une valorisation de la part de l'extérieur. Et quand vous Donc, dites l'extérieur, vous parlez de qui? De votre entourage, de votre famille, peut-être de vos professeurs? alors pour moi, la famille, c'est l'intérieur. Mmh. C'est mon entourage, ils font partie de moi, donc c'est l'intérieur. Et d'ailleurs, on réussit avec eux dans tous les cas. Mais Mmh. quand je dis l'extérieur, c'est quand on est confronté au monde, quand on est enfant, qu'on nous demande souvent qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande. Ça peut être des personnes dans la rue. Une fois, je m'arrêtais, je me rappelle quand j'habitais quartier Paris 6e, je passais devant Maison Boss, qui est une maison de couture où il y a les robes d'avocats qui sont exposées. J'étais toute petite et je me disais un jour je serai avocate, j'arrêtais pas de le dire. Et puis il y a un monsieur âgé qui est passé à côté et qui a dit, il m'a dit, alors vous épouserez un avocat? J'ai dit non, c'est moi qui vais le devenir. Et bon, alors il a pas fait une crise cardiaque, il va bien, je tiens à le dire, enfin à l'époque en tout cas. Mais vraiment c'est vraiment l'idée, voilà, que j'avais toujours le sentiment qu'on trouvait ça étrange, que j'ai de l'ambition et que je veuille embrasser cette carrière-là en particulier. Je pense que ça représente quelque chose dans l'univers collectif et je peux le comprendre. C'est un grand métier, c'est un beau métier, mais à mon sens, on peut faire ce qu'on veut si on s'en donne les moyens et la preuve, parce que pour le coup, je pars de très 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 loin et j'ai vraiment fait les choses par étapes en partant de zéro, quoi. Bien sûr. Est-ce que c'est difficile d'être une femme noire, jeune, belle, engagée, avocate?
Bon, belle, c'est subjectif, hein. Mais, mais en tout cas, bah, alors oui et non, parce que alors d'un côté, nous, on Ça se peut être sait. un atout aussi, parce que vous faites la différence. Je pense pas que ce soit un atout dans la vie professionnelle, pour Mm. être franche. Je pense pas que ce soit un atout, bien au contraire, parce que quand on veut travailler et qu'on veut être reconnu pour son travail, d'une certaine façon, on veut raser les murs et on veut se faire distinguer que pour la qualité de notre travail et pas pour autre chose. Donc, Mm. je pense qu'au contraire, j'essaie justement de limiter. Bon, je suis pas un mannequin de Victoria's Secret, mais en tout cas, j'essaie d'être le plus neutre possible dans la vie professionnelle. Vraiment, j'ai deux vies. Je considère que quand je suis en dehors et quand je suis dedans, c'est pas la même chose. Après, voilà, comme dit, bien sûr, on sait les difficultés auxquelles on est confronté au quotidien, parce que on vit en France, dans un pays où il y a voilà cette double culture constante pour nous, où il y a ouverture d'un côté et parfois fermeture de l'autre, et ce plafond de verre qui existe, qui est une réalité de fait. Là, je lisais encore une documentation qui indiquait que le gouvernement voulait mettre en place la pratique du testing parce que les personnes qui ont des noms de famille à consonance étrangère ont moins de chances d'être contactées pour un emploi, etc., etc. Je me dis 2023, c'est terrible d'entendre encore ça. Oui. Donc il y a des réalités, il faut l'admettre. Maintenant, j'ai jamais été dans un registre victimaire. C'est Mm. dur, oui. Il faut l'accepter. Par contre, moi, je pars du postulat que, en fait, les biais des autres, c'est pas mon problème. Mm. Moi, je ferai ce que j'ai à faire, et d'ailleurs, je l'ai fait, et j'entends continuer de le faire. Si j'ai l'opportunité encore de le faire d'ailleurs, mais je pars du postulat que je cherche pas d'excuses quelconques. La route est plus difficile, mais la victoire est plus belle. Bien sûr. Donc, vous vous sentez plutôt légitime. Oui, je me sens légitime, Mm. évidemment. C'est pas les personnes autour de moi qui sont en capacité de déterminer ni ma valeur, ni ma légitimité. Moi, en ce qui me concerne, je suis croyante. Là, je fais un un petit pas plus personnel, mais pour moi, il y a qu'une seule personne qui peut me juger. D'accord, je comprends. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez justement aux femmes qui manquent de confiance en elles, aux femmes qui ont du mal à prendre leur place et qui ne se sentent pas légitimes? Bah, je leur dirais qu'elles devraient avoir confiance en elles, que ça devrait être inhérent à leur personne, parce que on le sait, finalement, le manque de confiance qu'on a depuis l'enfance, et on l'a tout eu, moi y compris, depuis la petite enfance, c'est le fruit d'une construction sociétale, patriarcale, familiale, etc., où on veut nous donner une place secondaire dans la société, où on veut nous faire passer pour des citoyennes de seconde zone, alors même que finalement, une femme, si elle se pose et qu'elle réfléchit à tout ce qu'elle est capable d'accomplir en une seule journée, à tout point de vue, que ce soit familial, professionnel, d'avoir toujours cette charge mentale permanente, je me dis que finalement, si des personnes sur cette planète devraient avoir confiance en elles, c'est bien les femmes. C'est bien nous. Je suis d'accord. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que vous avez réalisé votre why? Mon why, mon pourquoi? Oui. Je considère que alors oui, pour la partie, je pense que j'ai réalisé mon rêve d'enfant, j'ai réalisé une vocation, ma vie a du sens à l'heure actuelle, c'est-à-dire que je fais un métier que j'ai choisi, que j'aime, où je peux aider des gens, où je peux voir des changements significatifs dans la vie de personnes qui me font confiance, où en plus je peux en vivre, parce que ça c'est aussi important, l'indépendance économique. Mais à côté de ça, je considère aussi que la vie, c'est une construction permanente, c'est un renouvellement permanent. Et donc, je ne veux pas me dire que j'ai complètement accompli mon why, mon pourquoi, parce que sinon, je n'aurais plus rien à faire ici. Et voilà, je prends rien pour acquis. Je pense que tout est à faire, tout est à construire et tout se transforme. C'est un long chemin. C'est un long chemin vers la liberté, comme dirait Nelson Mandela. Tout à fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre de votre éducation franco-guinéenne? Bah, je dirais que c'est beaucoup de valeurs. La plus importante à mes yeux, c'est l'intégrité et la droiture. Et je pense que ça devient difficile dans les sociétés capitalistes où on vit aujourd'hui, dans des sociétés qui se veulent de plus en plus individualistes aussi. Donc, je pense qu'il faut garder ces valeurs humaines qu'on a, nous. Pour ma culture, en tout cas pour la partie guinéenne, je sais que nous, on a ce côté généreux,
à l'égard des autres, penser à l'autre, penser à sa famille, s'entraider, une solidarité qui est importante. Pour ma culture française aussi, j'ai appris beaucoup, je pense, en termes de rigueur, en termes de discipline dans certains domaines. Et je pense que ce cumul des deux, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, toute la culture qu'on a de part et d'autre. Je pense que c'est extrêmement important et je pense que c'est notre force. Et j'ai la chance d'avoir eu l'éducation que j'ai reçue aujourd'hui qui me permet d'accomplir tout ce que j'accomplis. D'accord, super. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était avec plaisir.